Bonjour à tous, donc avec l'année 1993 à la WWF, donc dans la continuité des vidéos que j'ai fait sur les saisons 90 de la WCW et de la WWF, vous pouvez déjà retrouver un certain nombre de saisons déjà sur ma chaîne si c'est par ici que vous commencez. Je vais aussi répéter un truc que j'ai déjà dit dans ma vidéo précédente, vous l'avez peut-être pas regardé sur Steve Austin. La prochaine, ou une de mes deux prochaines vidéos, ce sera une FAQ, donc foire aux questions, ou Q&A, Question and Answers. Donc je vous invite à tous poser des questions si vous voulez que je traite de sujets, etc. Je prendrai le temps de détailler le temps qu'il faudra, quitte à ce que la vidéo soit très longue, je verrai bien. J'ai déjà eu pas mal de questions, des questions très intéressantes, donc ça promet plutôt, mais enfin, voilà, plus j'en aurai, mieux ce sera, donc n'hésitez pas à continuer à en proposer. Encore une fois, je pense que ce sera soit la prochaine vidéo, soit l'autre d'après, donc ça viendra dans vraiment pas longtemps. Voilà. Alors, avant de commencer sur l'année 93, du coup, comme beaucoup de questions que vous m'avez posées jusqu'à maintenant sont des questions dont je pourrais traiter dans la FAQ, parce que souvent ce que vous faites, et je trouve que c'est très très bien d'ailleurs, c'est de partir de ce que je dis dans une vidéo comme sur une saison, qui sont quand même assez précises ou spécifiques, et il y a beaucoup de gens qui font des questions un peu larges dessus ensuite, un peu élargies à une tendance sur des années, ou une comparaison entre à l'époque et maintenant, ce genre de choses. Donc ça, je vais y répondre lors de la FAQ. En revanche, il y a une réaction, un commentaire que j'ai eu lors de la dernière vidéo sur l'année 92 à la WCW, auquel je vais répondre maintenant. Donc, c'est une seule, on va aller vite là-dessus. Et ça tombe bien parce que j'ai plein de trucs à dire sur l'année 93, donc ça évitera que la vidéo soit trop longue. C'était une réaction de Prince PDC, donc il y a à peu près un mois et demi, concernant l'année 92 à la WCW. Il me répond excellente vidéo, merci. Excellente vidéo comme toujours même, merci. Et merci encore d'avoir répondu à ma question sur Ron Simmons. Merci à toi d'avoir posé, c'était d'ailleurs très pertinent. Donc il me dit, c'est pour ça que j'avais retenu. Guy Auret est aussi mon commentateur français préféré ever. J'adore son élocution claire, son ton de commentateur sportif, son humour caustique, son sens de la formule et son esprit de répartie. Indiscutablement, c'est en Pro Heel avec Raymond Rougeau qu'il a été à son meilleur. L'année 93 à la WWE sera peut-être l'occasion de parler brièvement de lui. Outre que c'est sa seule année complète avec Raymond Rougeau, c'est aussi l'année où il donne ses meilleurs perfs, Royal Rumble et WrestleMania. Je crois également que c'est la seule année où on l'a vu interviewer des catcheurs à l'écran, j'imagine qu'il veut dire, lors de la tournée de Bercy. Effectivement, j'ai aussi la cassette Rampage Bercy. Bravo encore pour ton remarquable travail. Merci encore pour tes remarques. Voilà. C'est la réponse. Non, voilà. J'avais gardé ce commentaire parce qu'effectivement, je voulais revenir rapidement sur Guy Auret, qui est effectivement un sujet intéressant concernant l'année 93 à la WWF. En fait, ça concerne que le pan franco-français des choses, c'est-à-dire qu'il n'est pas à l'écran si vous regardez ça en VO, et aujourd'hui quand je refais les saisons, je les refais en VO, donc voilà. Et c'est vrai que quand j'étais jeune, c'était un commentateur que j'adorais. J'ai grandi avec sa voix parce que même s'il était plus là, moi je me repassais beaucoup mes cassettes de cette époque-là parce que j'en avais pas 40 et que voilà. Et effectivement, j'adore ce commentateur. Et je crois que j'ai parlé de lui en parlant du fait que en 92, on retrouve un Jesse Ventura en commentateur, en anglais bien sûr, mais qui a un peu ce côté comme Guy Auret avait de quelqu'un qui a beaucoup d'esprit et qui défend les heels, mais de manière convaincante, et voilà. C'est souvent très intéressant. Moi, effectivement, je suis un gros fan de Guy Auret, je voulais juste revenir dessus. Sur deux petites choses. La première, c'est que Guy Auret, a priori, s'est retrouvé commentateur pas du tout parce qu'il était fan de catch ou je sais pas quoi. Je pense qu'a priori, alors, je vais faire un raccourci, mais je me doute. En fait, il s'est retrouvé dans le monde du catch parce qu'il était manager ou agent, je sais plus, de Cyndi Lauper. Et Cyndi Lauper, il me semble, entre autres. Et Cyndi Lauper a eu évidemment une connexion avec le catch dans les années 80, vous le savez sûrement, avec la WWF. Du coup, Guy Auret a dû se retrouver en backstage à certains moments. Peut-être que sa personnalité a plu ou je sais pas quoi. Et ils se sont dit, bah, tiens, on a besoin de commentateurs en français parce qu'on essaie de conquérir le monde, donc va-t-on essayer. Ça a dû marcher, il s'est retrouvé commentateur, mais il n'est pas resté non plus trop longtemps parce que je pense qu'il n'était pas spécialement passionné de catch. Il parlait plus souvent de golf que de catch, des fois d'ailleurs. Et moi j'ai adoré, voilà, je fais partie de ces gens que j'aime bien parce qu'ils ont de l'esprit. Et que après, je pense qu'il pourrait faire n'importe quel métier, il pourrait le faire avec cette verve-là, du fait qu'il a de l'esprit. Moi je suis un grand fan de Guy Auret, j'avais vu récemment qu'il avait monté une boîte, il me semble qu'elle est au Québec. Alors je sais pas si c'est encore le cas, hein, mais j'avais vu ça il y a 5-6 ans. Une espèce de petite société pour prendre des cours, pour apprendre à parler en public, pour travailler son élocution, poser sa voix, ce genre de truc. Ça rejoint un peu ce qu'a dit Prince PDC là-dessus. Voilà, donc c'est tout pour le courrier des spectateurs, pour le coup, pas des lecteurs, pour ici. Alors maintenant, je vais, comme je le fais à chaque fois, résumer un peu ce qui s'est passé en 93. Et avant de faire ça, vraiment, vous parler des événements de 93, je vais vous dire en quoi l'année 93 est une année importante.
Et c'est pas simplement parce qu'il y a eu des storylines ou des choses, bon voilà, ça il y en a toutes les années, c'est une année charnière, l'année 93. Il y a deux grandes années charnières dans les années 90 à la WWE, c'est 93 et 97. Avec une grande différence entre les deux, c'est que 97, c'est beaucoup plus du repackaging de ce qui était déjà là, alors que 93, c'est beaucoup plus, on enlève plein de trucs et on ramène plein de trucs. Et du coup, en cela, je trouve que 93, c'est le bon point de départ pour qu'on considère que c'est de là que démarre la période qu'on appelle la New Generation. Donc la New Generation, c'est pas juste une nouvelle génération de lutteurs, c'est une époque. C'est une époque qui va de grosso modo 92-93 jusqu'à 96. Voilà. Alors, pourquoi New Generation? Déjà, effectivement, il y a un renouveau considérable dans le roster. Et c'est en ça que c'est une année charnière déjà, c'est qu'on n'a pas repackagé des lutteurs, on a carrément viré plein de lutteurs, on a pris des nouveaux. J'en veux pour preuve que si vous prenez le roster mi-92, donc mai-juin 92, et vous prenez le roster fin 93, donc décembre 93, il y a quelque chose comme 8 ou 9 gars qui sont encore là. Alors j'ai pas fait le détail exactement, mais j'ai remarqué qu'il y avait encore Bret Hart, Undertaker, Shawn Michaels, Marty Jannetty, Owen Hart, IRS, Crush et Rick Martel. Et Rick Martel en plus il est parti, il est revenu, vous voyez. Je compte pas Macho Man parce qu'il est devenu commentateur. Et sinon, a priori c'est il y a plus de gars qui étaient là, ou alors c'est vraiment des lutteurs ultra mineurs. Genre Barry Horowitz ou quoi, un truc comme ça. C'est possible. Mais donc exit tous les Hogan, Warrior, Piper, Jake the Snake, Big Boss Man, Legion of Doom, Ted DiBiase, Ric Flair, ah bon bref, Mr. Perfect aussi d'ailleurs, qui est plus là à la fin de l'année 80, il quitte juste avant l'année 80, la fin de l'année 93, mais il est bon hein, pour ce que j'ai dit. Et donc arrive Tatanka, Yokozuna, Razor Ramon, Diesel, 1-2-3 Kid, Bam Bam Bigelow, les Steiners, enfin bon, c'est monstrueux en fait. Et ça continuera un peu encore en 94 et tout ça. Donc il y a vraiment un renouveau assez hallucinant dans le roster, comme probablement jamais dans l'histoire du catch US à mon sens. Il y a eu des années, notamment à WCW, où il y a beaucoup de monde qui arrive la même année, et à WWF ça arrivera aussi, mais pas avec dans le même temps beaucoup de départs. Et surtout pas autant de départs de autant de lutteurs majeurs en même temps. À la limite sur des périodes de 3-4 ans ça doit exister, mais sur une période d'1 an et demi c'est monstrueux. Voilà. Mais ce qui fait que l'année 96 c'est une année charnière, c'est pas que ça. Ils vont renouveler aussi l'équipe d'annonceurs, donc annonceurs commentateurs. Donc exit Bobby Heenan, exit Gloria Monsoon, exit Gene Okerlund, et viennent arriver Jerry Lawler, Jim Ross et Todd Pettengill. Alors Todd Pettengill est peut-être moins connu, il n'a pas fait grand chose, mais les deux autres sont quand même hyper importants, et ceux que Lawler et Jim Ross remplacent, c'est-à-dire Bobby Heenan, Gloria Monsoon et Gene Okerlund quelque part, c'est quand même des piliers de la WWF de la Hogan Era, quoi. Ils étaient là depuis longtemps. Hein. Heenan est aussi en manager, hein, mais voilà. Et Lawler d'ailleurs sera le lutteur après hein, aussi. Donc il y a un peu des doublons. Voilà. Donc ça c'est aussi net. Je n'ai pas fait le point sur les arbitres, mais c'est possible qu'il y ait de nouveaux arbitres qui arrivent et d'anciens arbitres qui disparaissent. J'ai pas regardé. À côté de ça, on a aussi quelques petites choses qui changent, notamment l'esthétique des shows. Si vous prenez un show comme... bon, c'est peut-être pas hyper net avec SummerSlam 92 parce que ça se passe à Wembley, mais si on remonte un peu avant, peut-être si vous prenez WrestleMania ou Rumble 92 et vous comparez avec Rumble 94 et WrestleMania 94, on a l'impression qu'on est passé des années 80 aux années 90. Quoi. C'est vraiment, alors qu'il y a 2 ans d'écart. C'est assez monstrueux. Là aussi. Et dans cette logique de changement d'esthétique, on a aussi le changement de l'émission phare de la WWF, à savoir, depuis le début des années 80, c'était Primetime Wrestling. Et en 93, l'émission va s'arrêter pour laisser place à Monday Night Raw. Raw, qui existe encore aujourd'hui. C'est quand même un changement hyper important pour jusqu'à aujourd'hui. Avec quand même un énorme changement de logique derrière, et c'est pour ça qu'ils ont changé d'émission, je pense. C'est que Primetime Wrestling, vous aviez un plateau et on lançait des images, soit de lutteurs en backstage, soit de matchs retransmis de différents endroits de la semaine ou quoi. Raw, le slogan c'était Uncut, Uncensored, donc c'était diffusé dans les conditions du direct comme un house show. Donc tout ce qui se passe, ça se passe dans la salle, devant le public, dans le ring. Et le ring devient du coup une scène, vraiment. Les commentateurs, s'ils veulent parler de ce qui s'est passé avant, ils le font debout à côté du ring, etc. Alors, c'était tourné dans les conditions du direct. Certains Raw étaient en direct, mais pas tous. C'était un 1 sur 4 à peu près. Et pendant une bonne partie de l'année, ça va se dérouler uniquement dans la même salle, à savoir le Manhattan Center à New York, que beaucoup de gens confondent avec le Hammerstein Ballroom, qui est la salle où la ECW va faire la majorité de ses shows. Elles se ressemblent les deux salles, c'est des petites salles à New York avec des balcons, un peu style opéra, voilà, théâtre.
Bon, ça doit servir aussi de salle de théâtre ou autre chose. Bon, bref. Voilà, avec un public new-yorkais un peu à vif et tout ça. Donc ça, c'est quand même important. Et puis après, si on continue sur d'autres changements, il y a des choses plus anecdotiques. Création de la stipulation au Rumble que le vainqueur obtient un title shot à WrestleMania. Création du Hall of Fame suite à la mort d'André the Giant. Ils doivent se dire, bon, ça serait bien qu'on rende hommage aux gloires du passé, donc on va faire ça. Création du King of the Ring aussi. Nouveau pay-per-view, on passe à 5 pay-per-view par an. Et puis j'en oublie peut-être. Voilà, c'est une année où il y a vraiment plein de choses qui changent. Et si on compare l'état des choses, on fait un état des lieux mi-92 et fin 93, il y a vraiment plein de choses qui ont changé finalement. Et peut-être qu'on ne se rend pas forcément compte tant que ça, mettons à Survivor Series 93, parce qu'on ne sait pas forcément que Raw va faire une telle série de choses sans s'arrêter, on ne sait pas forcément que le Hall of Fame ça va autant prendre, on ne sait pas forcément que tous les lutteurs qui sont arrivés entre temps, pour leur grosse majorité, ils vont vraiment se faire un nom dans cette période, notamment je pense à Diesel, en novembre 93, on ne le sait pas, mais Kevin Nash. Voilà, c'est les débuts d'un renouveau qui va se confirmer en 94, où le terme New Generation va être d'ailleurs utilisé. Pas en 93, ils l'utiliseront qu'en 94, mais pour envoyer à quelque chose qu'ils ont déjà mis en place peut-être depuis un an aussi, quoi. Voilà. Donc voilà un peu pour le bilan et pourquoi l'année 93 est une année importante et charnière. Alors qu'est-ce qui s'est passé concrètement dans l'année 93 ? En fait, je vais résumer un peu l'année sur quelques gros storylines, pas de façon chronologique, mais plus par storyline. Le premier gros truc, ça gravite autour de Yokozuna. Donc Yokozuna, c'est le lutteur le plus important de l'année 93, puisque donc il commence donc à la fin de l'année 92, il est arrivé fin 92, il a squashé tout le monde, il a vaincu. Il arrive début de l'année 93, il gagne le Rumble match normal du fait de son gabarit. Il obtient un title shot contre Bret Hart à WrestleMania, il bat Bret Hart, devient le plus jeune champion de l'histoire de la WWF et le champion qui est devenu le champion le plus rapidement de l'histoire de la WWF, entre ses débuts et le moment où il devient champion. Alors il gagne en trichant, et là il se passe un truc un petit peu terrible, c'est que comme il gagne en trichant, il y a Hogan qui arrive. Alors Hogan était revenu pour un one shot, un one match en guest comme ça à WrestleMania. Hogan arrive pour se plaindre, oui, il a acheté du sel, il a triché, ça ne doit pas se terminer comme ça, c'est pas normal, machin. Et du coup, Mr. Fuji dit, bah viens te la mettre si tu veux, affronte mon champion, et puis de toute façon, je me mets le ceinture en jeu si tu veux. Genre hyper confiant. Hogan accepte, et là il bat Yokozuna en 20 secondes, donc il termine la streak de Yokozuna. Et il le bat en 20 secondes et devient champion. Trois trucs qui sont à mon sens extrêmement négatifs, parce que Yokozuna ne pourra plus jamais récupérer tout à fait l'aura de monstre qu'il avait déjà un peu mis en place. Le fait qu'il perde en 20 secondes amplifie encore même ça quelque part, mais surtout le fait que le match soit pas annoncé. Je pense qu'ils sont passés à côté de pas mal d'argent. Il aurait suffi que Hogan bousille un peu Yokozuna mais sans gagner le titre, et qu'après il fasse un rematch. Là ils auraient pu gagner de l'argent sur le teasing de ce rematch, mais là c'était moins le cas. Et surtout, chose négative, ils mettent le titre sur Hogan alors qu'ils savaient pertinemment que Hogan ne serait pas disponible ensuite. Donc on a un règne de champion du monde poids lourd de Hogan qui est absolument invraisemblable puisqu'on ne le voit pas à la télé pendant 2 mois et demi. Alors, en plus, a priori, le règne devait durer plus longtemps encore puisque les plans initiaux c'était que Hogan perde le titre à SummerSlam contre Bret Hart. Sauf que Hogan a refusé de perdre contre Bret Hart. Du coup, Vince a dit, bon, tu perdras le titre au King of the Ring contre le même Yokozuna. Mais Hogan a refusé de perdre clean, ce qui fait qu'il perd de façon pas clean. Donc comme il perd de façon pas clean, tout le monde pense que Hogan va revenir se venger derrière. Enfin bon, c'est vraiment un règne horrible à tous les niveaux. Et puis comme Raw est devenu une émission uncut, uncensored, du coup fournir la condition du direct, si t'as pas Hogan qui est présent, tu vas pas balancer une vignette de Hogan en backstage tournée 4 mois avant, ou j'en sais rien. Donc à Superstars, on voit des vignettes de Hogan qui est sur la plage en train de tourner son film, et c'est tout quoi. C'est juste vraiment un choix de mettre le titre sur Hogan complètement obscur, d'autant que ça n'a pas eu d'impact sur rien, parce que sur les ratings, Hogan n'est pas là, donc de toute façon ça change rien. Sur les house shows, même chose, il n'est pas là, donc ça change rien. Et sur les buy rates de King of the Ring, donc le pay-per-view du mois de juin, le buy rate de King of the Ring est moins fort que celui de SummerSlam, le pay-per-view d'après, sans Hogan, et moins fort que Royal Rumble, le pay-per-view le plus récent, sans Hogan avant. Donc si on prend juste avant. C'est un meilleur pay rate que Survivor Series, mais ça, Survivor Series, historiquement, n'a jamais trop marché. Voilà, donc peut-être que ça a eu un certain impact, parce que globalement, Hogan a de l'impact au niveau économique, mais enfin, c'est globalement un événement, la prise de titre de Hogan et le règne de Hogan en 93 qui pour moi ne fait que du négatif. Et la preuve en est ce qui va se passer derrière. Donc Yokozuna récupère quand même le titre à King of the Ring, de façon pas clean contre Hogan. Et après ça, il challenge les Américains le 4 juillet, donc c'est la fête de l'indépendance des États-Unis, c'est l'équivalent de notre 14 juillet en France.
Il challenge les Américains à venir le défier sur une base navale qui s'appelle le Intrepid, je sais pas quoi, le US Intrepid. Alors, base navale, Yokozuna c'est un japonais, donc Pearl Harbor, machin. Bref. Si un Américain arrive à le soulever et lui porter un Power Slam, il obtient un title shot contre lui à SummerSlam. Si personne n'y arrive, il aura une fois de plus humilié les Américains. En gros, c'était le délire. Donc c'est d'accord, très bien. Donc on arrive le show du 4 juillet, donc ça se passe en extérieur à côté c'est une base navale militaire américaine, bref, avec un ring. Et donc t'as plein de monde qui essaie de soulever Yokozuna, donc t'as les lutteurs du roster les plus costauds, donc les Steiner, Crush, machin, t'as des footballeurs américains qui viennent, et personne n'y arrive. Le dernier participant c'est Macho Man, donc il essaye, il n'y arrive pas non plus. Et là donc, t'as Vince au commentaire qui dit ouais on a été humilié par ces japonais une fois de plus, je sais pas quoi, ouais, il en fait des caisses. Et puis il dit oh, attendez, on me dit qu'il y a un dernier participant qui arrive en hélicoptère, donc t'as un hélicoptère qui arrive. Et donc je vais refaire le lien avec ce que je disais sur Hogan. Pendant que l'hélicoptère arrive et qu'on ne sait pas qui est ce dernier participant mystère, qu'est-ce que fait le public? Il chante Hogan. Hogan, Hogan. Bah, forcément, il pense que c'est Hogan. Il n'a pas perdu clean, donc il pense qu'il va se venger, tu vois. Ce qui est complètement con, enfin bref. Parce qu'on va pas le revoir avant 2002, Hogan, à la WWE, donc c'est assez hallucinant que son dernier match soit une défaite pas clean. Alors qu'il aurait quand même pu perdre clean contre Yokozuna, c'est du coup de quoi. Enfin bref, on passe. Et donc c'est pas Hogan, évidemment, dans l'hélicoptère, c'est Lex Luger, qui était un heel jusque-là, et qui fait du coup par là même son face turn. Il vient avec un drapeau américain en guise de t-shirt, qui bouscule son manager Bobby Heenan, pour bien montrer que son instinct patriotique lui a fait voir la lumière et que tout d'un coup il veut défendre son pays contre les méchants étrangers. D'ailleurs il fait une promo hyper raciste, c'est horrible. Je crois qu'il dit un truc du style, il y a des gens qui disent qu'il y a un problème aux États-Unis, il n'y a pas de problème aux États-Unis à part les mangeurs de sushi comme toi et d'ailleurs je vais commencer à nettoyer la racaille du pays en commençant maintenant. Et bam, il le soulève, il le rabat. C'est invraisemblable, hein, c'est hyper raciste et limite, mais c'est les États-Unis, hein, c'est le pays qui a élu Trump, à un moment donné, il ne faut pas se surprendre non plus. C'est les États-Unis, c'est génial. Bref. Donc, il soulève Yokozuna, il obtient son title shot pour SummerSlam. À SummerSlam, il affronte donc Yokozuna, avec entre-temps Jim Cornette qui est arrivé, qui a rajouté une clause dans le contrat que Luger a signé sans regarder, donc il passe déjà un petit peu pour un benet avant même que le match commence. Si Luger perd, il perdra son title, il n'aura plus jamais le droit d'affronter le champion poids lourd, qui qu'il soit, de sa carrière. Donc tu dis, bon, il va pas perdre, vraisemblablement. Voilà, et donc Luger fait son match contre Yokozuna, qui est pas si dégueu que ça d'ailleurs, un match plutôt bonne surprise. Et il gagne, mais par count-out. Donc du coup, il perd pas sa chance d'affronter le champion plus tard, mais il gagne pas le titre. Il faut savoir qu'entre les deux, entre le US Intrepid, le segment où il fait son face turn, et SummerSlam, il y a quand même 1 mois et demi facile. Pendant 1 mois et demi, ils ont tout fait sur Lex Luger. Il a traversé le pays dans son bus, le Lex Express, il a été serré la main aux cancéreux, aux enfants cancéreux, voilà, avec la musique You're a hero et tout. Enfin, ils en font des caisses, t'as l'aigle américain, il est dans le désert, dans son truc. Enfin, c'est hyper babyface kitsch et tout. Et donc, ils ont tout mis dessus. Donc, je pense qu'il fallait le mettre champion. Ils le mettent pas champion. Et le problème, c'est qu'ils célèbrent comme un gros benet. Il y a des ballons qui tombent, tout le monde vient le célébrer et tout ça. Genre, il a battu Yokozuna. Et Hogan, il l'a fait en 20 secondes. Pas besoin de s'exciter non plus. Et il l'a battu par Canard, donc il a pas le titre. Et en plus, il l'a battu en trichant parce que pendant 6 mois avant, quand il était heel, on lui disait vous avez une plaque de fer dans l'avant-bras, donc vous n'avez pas le droit de porter un coup d'avant-bras, ou alors il faut mettre une protection. Qu'est-ce qu'il fait dans le match contre Yokozuna? Voilà, gros coup de coude, il gagne grâce à ça. Donc en plus, honnêtement, si on veut regarder ça en sortant un peu du côté le gentil contre le méchant, on se rend compte que il a gagné en trichant quelque part. Aussi, bref. Et donc de là, en fait, c'est le sommet de la carrière de Luger. Hein. De là, il va pas cesser de tomber et de s'effondrer, de perdre du momentum. Alors, ils vont continuer cette rivalité un peu les Américains contre les étrangers en élargissant. Donc ce sera plusieurs Américains, donc pas seulement Luger, contre plusieurs étrangers, pas seulement Yokozuna. Donc Yokozuna va être rejoint dans le clan des Foreign Fanatics. D'ailleurs, j'adore, ils portent un nom, les mecs, de fanatiques. Bref. Ils choisissent leur nom ou pas, je sais pas. Bref. Donc les Foreign Fanatics, donc c'est les Quebecers, Ludwig Borga et Yokozuna, avec managé par Jim Cornette et Mr. Fuji, contre Luger, Tatanka, le natif américain, et les Steiners. Tout de suite, je vais faire une pause. Parce que de temps en temps, j'aime bien dire un peu les storylines que j'aurais voulu voir, les actes manqués, les trucs qu'ils auraient dû faire qu'ils n'ont pas fait. Ils ont fait faire un heel turn à Tatanka en 94 sur l'idée que le Tatanka était vendu à Ted DiBiase et qu'il est pour l'argent. S'ils voulaient faire un heel turn à Tatanka, là, il y avait une occasion en or. Parce que Tatanka, il est dans les All-Americans. Mais sauf que son peuple, les Indiens d'Amérique, il a quand même été décimé, génocidé par les Américains. Par les Blancs américains,
pas les descendants, du coup les ancêtres de Luger et compagnie. Donc moi je trouve qu'il aurait dû faire un heel turn en disant je m'associerai pas à vous bande de connards parce que vous avez tué mon peuple, ce qui est injuste de dire ça parce que Luger il est pour rien lui personnellement, donc il aurait quand même été heel. Mais il y aurait eu une idée de légitime quelque part, quelque chose de légitime derrière. Et là je pense que le heel turn de Tatanka aurait pu fonctionner. Bon, ils sont pas partis du tout là-dessus, mais je voulais juste le dire, je trouve que c'est une storyline qui aurait bien pu marcher. En plus, ça a été rarement traité par les médias américains globalement, que ce soit le cinéma, comme l'a fait remarquer Marlon Brando en envoyant une Amérindienne récupérer l'Oscar du parrain à sa place. Ou par les médias en général, le traitement de la population native américaine est un petit peu étouffé, quoi. C'est un peu la honte des États-Unis, ils évitent d'en parler, pardon. Voilà, c'est une storyline que j'aurais trouvé vraiment intéressante, osée. Bon, faut pas s'attendre non plus à des miracles de la WWF à ce niveau-là. Bref. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire un match à Survivor Series entre les Américains et les Japonais, j'allais dire, non, les étrangers. Mais voilà. Le seul intérêt de ça, c'est que ça va rebasculer sur une rivalité Yokozuna Undertaker qui va surtout se continuer en 94. Je vous en reparlerai pour 94. Mais là, avec ça, déjà, vous avez la grande ligne des storylines et de ce qui se passe dans le main event, c'est-à-dire autour du titre poids lourd et autour des plus gros noms. Donc Yokozuna, Luger, Hogan. Voilà. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé entre temps de Bret Hart? Bret Hart, en fait, c'est peut-être fait un peu enculé dans l'histoire, parce qu'il devait récupérer le titre contre Hogan à SummerSlam. Rien n'y fait. Donc lui, il a gagné le King of the Ring après WrestleMania. Et en gagnant le King of the Ring, comme il est censé être le King, et ben il s'est retrouvé en rivalité de King Lawler, qui était pas content qu'il y ait un autre King, machin. Donc c'est un peu con comme départ de storyline, mais ça a donné une storyline plutôt pas mal avec un espèce de match segment à SummerSlam. Et ça devait culminer à Survivor Series, cette rivalité, avec un match la famille Hart, donc Bret, Owen, Bruce et c'est lequel, Ross, je crois, le moustachu, bref, contre Jerry Lawler et ses sbires. Sauf que Lawler va se blesser. Ce qui est assez ironique, c'est qu'il il a vendu une blessure qui était fausse lors de SummerSlam pour le segment. Et là, il est vraiment blessé, il ne peut pas faire le match. Du coup, c'est Shawn Michaels qui va remplacer Lawler, ce qui va un peu casser le truc. Le match n'est pas terrible. Mais pourquoi j'en parle, c'est que ça va déclencher le heel turn d'un membre de la famille Hart. C'est ça le but à l'arrivée. Qui va se retourner contre Bret Hart. Alors je dis un membre de la famille Hart parce qu'au départ, ça ne devait pas être Owen. Vous savez sûrement que c'était Owen. Ça devait être Bruce au début. On l'apprend dans le livre de Bret Hart, dans la biographie de Bret Hart. Et c'est Bret Hart qui a été voir Vince McMahon, il a dit non, faut pas le faire avec Bruce, déjà parce que Bruce, je l'aime pas. Bruce, il est chiant. Et Bruce, il est pas bon. Owen, il est plus jeune, il est meilleur, il est plus grand, il est plus costaud, et surtout, il est beaucoup plus cool. C'est mon pote, c'est mon meilleur ami, et en plus, c'est mon frère. On va le faire avec Owen. Heureusement, Vince a écouté Bret, parce qu'effectivement, Bruce est nettement moins bon, il est moins bon à tous les niveaux, et puis Owen, en fait, c'est avéré être excellent, et de toute façon, il fallait pas aller chercher loin pour savoir qu'il était excellent, il suffit d'aller voir ce qu'il avait fait à la Stampede Wrestling et au Japon. Et c'est vrai qu'à WWE, il n'avait pas fait grand chose, mais bref. Donc ils vont déclencher le heel turn de Owen Hart, mais ça, là encore, ça concerne plus 94 que 93. Dans les autres storylines majeures, il n'y a pas grand chose de vraiment important, hormis peut-être tout ce qui va se passer autour de Razor Ramon et One Street Kid. Alors One Street Kid va faire ses débuts. Alors One Street Kid, il incarne tellement bien la New Generation, parce que c'est le genre de mec qui n'aurait jamais pu percer dans la période précédente, donc là il a pu percer. Et donc en fait, c'est super intéressant ce qu'ils ont fait avec lui. Ils le font arriver comme un jobber. Alors à l'époque, il y avait des purs jobbers, c'est-à-dire des mecs qui on connaissait à peine leur nom. Ça passait, c'était une incrustation qui durait une seconde, fallait pas le louper. Ça allumait, paf, merci, tac. C'était vraiment des sous-stars totales. Et il s'est fait battre comme ça en tant que jobber pur par Doink, par Bam Bam Bigelow, par Mr. Hughes. Et donc il arrive à Raw affronter Razor Ramon. Donc tout le monde se dit, bon, Razor Ramon va gagner. Voilà. Il y avait beaucoup de matchs de ce genre-là. Et non, One Tree Kid gagne en faisant un backflip moonsault qui cueille complètement par surprise Razor Ramon. Et ensuite, il est tellement content, le mec, il court dans les backstage, il a peur de se faire frapper par Razor qui est hors de lui. Et après, donc, il déclenche une storyline où Razor demande un rematch au One Tree Kid. Donc il dit pour $1000, pour $5000, pour $10 000, etc. Et pendant ce temps-là, t'as Ted DiBiase qui se moque de Razor. Et en fait, Razor Ramon, en fait, c'était un heel qui, depuis l'explosion du Claw Hinen après le départ de Ric Flair, se débrouillait tout seul. Et le fait d'être un heel un peu badass qui est comme ça seul et tout, ça l'a rendu populaire. Et tout ça, c'est la défaite contre One Tree Kid, c'est le début du face turn de Razor Ramon en fait. Au-delà du début du push de One Tree Kid aussi. Et en fait, Razor Ramon va aider One Tree Kid à battre Ted DiBiase, puisque Ted DiBiase s'était moqué de Razor Ramon comme quoi il était nul d'avoir perdu contre One Tree Kid. Ensuite, Razor Ramon va insulter Ted DiBiase sans prendre à DiBiase IRS, etc. Donc, il va faire son face turn comme ça. Et c'est une storyline qui est super importante, qui va extrêmement bien marcher. Razor va devenir hyper populaire, au point qu'ils vont le mettre champion intercontinental à la fin de l'année,
après que Shawn Michaels ait été viré. Et oui, puisque Shawn Michaels, en 93, a été viré de la WWF pendant quelques semaines, puisque Shawn Michaels a pris des stéroïdes. Alors, je vais finir avec l'année de Shawn Michaels, comme dans les résumés de l'année. Alors, Shawn Michaels a été champion intercontinental quasiment toute l'année. Donc, il l'est au début de l'année, il arrive à conserver contre Marty Jannetty, avec qui il était en grosse rivalité. Contre Tatanka, il s'en sort correctement à WrestleMania par DQ. Bon, après, il enchaîne contre Crush, etc. Bon, c'est pas des très bons matchs, globalement, Mr. Perfect, c'est décevant. Mais il fait un run de champion qui est pas mal, et surtout qu'il le met bien en valeur. Et en fait, il a été contrôlé positif aux stéroïdes. Donc, il a toujours nié qu'il avait pris des stéroïdes. Bon, ça m'étonnerait pas parce qu'il était quand même un peu gros à l'époque, et apparemment les stéroïdes, si vous les prenez mal, ça vous fait grossir. Donc c'est vrai que c'est la pire shape de sa carrière. Je me dis qu'il a des poignées d'amour, il a du bide, enfin, vraiment dégueu au niveau shape. Et toujours dit que du coup il va être viré et on va lui destituer son titre intercontinental sur l'idée qu'il n'a pas défendu depuis trop longtemps, il y a eu un délai trop long, et donc il est dépossédé du titre intercontinental. Et attends, hop, 2 secondes. Voilà. Et donc, non, bah, hop, là, remonte pas, voilà. Et donc, oui, je disais, donc ça va permettre à Razor Ramon de devenir champion, et ça va découler sur l'arrivée entre Razor Ramon et Shawn Michaels ensuite en 94, où Shawn va revenir en disant j'ai jamais perdu de titre intercontinental, donc c'est toujours moi le titre champion, et Razor lui aura la ceinture et sera officiellement champion, et donc ça va amener le ladder match à WrestleMania 10. Mais là encore, je vous en parlerai en 94. Donc déjà, on trouve ce qui est intéressant, ce qu'on peut noter, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de storylines vraiment intéressantes, parce qu'après, le reste, c'est anecdotique. Hein. Taker et John Gonzalez, Doink et Crush, les Steiners, les Money, c'est pas des storylines très intéressantes. Dans les storylines les plus intéressantes, en fait, on se rend compte qu'elles sont bien imbriquées les unes dans les autres. C'est-à-dire que Brett gagne le King of the Ring, qui déclenche la rivalité avec Lawler, qui déclenche le heel turn de Owen Hart, qui déclenche ce qu'il y a 194. Razor avec le Kid, ça l'emmène au titre intercontinental, ça se relie avec Shawn Michaels, machin truc. Yokozuna, ça finit avec l'Undertaker, ça enchaîne. Ça, je trouve que c'est bien. Ça se suit comme ça naturellement. Maintenant, il n'y a pas des grosses storylines, mais voilà, ça vous donne une vue générale de l'année 93. Alors, pour continuer avec la vue générale, je vais faire mes awards perso de l'année. Un petit peu pour passer en revue le meilleur et un petit peu le pire aussi. Le pire, on va commencer avec ça, avec le seul award un peu négatif que je propose. L'award de surutilisé, surcouché de l'année. Alors, c'est très difficile. Franchement, le podium, j'ai énormément hésité. Je suis pas hyper content de mon podium, mais j'ai pas fait mieux. Voilà. Donc, numéro 3, j'ai mis Undertaker. Donc l'Undertaker qui, à l'époque, joue encore une espèce de mort-vivant, face qui sent pas la douleur, donc globalement ses matchs sont pourris. Je considère qu'il faut plutôt regarder ces matchs comme des segments que comme des matchs. Donc en tant que segment, ça fonctionne correctement, notamment j'adore le hot tag, je vous en reparlerai tout à l'heure, lors du Survivor Series Elimination match, où il est, les Foreign Fanatics contre l'Americans. Il reste 2 minutes dans le match, mais les 2 minutes sont les 2 meilleures minutes, je pense, des 5 premières années de la carrière d'Undertaker à WWF, mais bref. Mais donc globalement, ouais, c'est assez faible et un peu chiant. Bon, c'est pas gênant, c'est pour ça que ça m'emmerde d'avoir mis sur le podium, mais vous les mettez qui à la place. Si je mets des mecs comme Kamala, Bastion Booger, Mr. Hughes, je sais pas quoi, je mets du Wrestle Crap qui a pas été gênant. Ces mecs-là ont pas de match en pay-per-view. Oui, ils ont pas de match en pay-per-view, ces mecs-là, donc on s'en fout. Voilà. Numéro 2, j'ai mis Giant Gonzalez. Alors, c'est du Wrestle Crap, mais c'est le haut du panier du Wrestle Crap, puisque déjà, il est présent dans 3 pay-per-view. Rumble, WrestleMania et SummerSlam. Il a été dans des matchs en show hebdo un petit peu, notamment un qualificatif, un match de qualification pour le King of the Ring contre Tatanka qui est horrible, comme vous pouvez vous en douter. Et en plus, il a un costume dégueu, enfin bon, tout est nul. Le booking, attends, il se fait DQ parce qu'il utilise du chloroforme à WrestleMania, on se croirait dans un épisode de Tintin, les chloroformes. Enfin bon, tout est nul avec lui, sauf ses débuts, que je trouve pas si mal que ça. Mais enfin voilà, c'est du gros Wrestle Crap, donc surutilisé, pas forcément, surpoussé peut-être. Après, je peux comprendre, des mecs comme ça, tu peux pas les mettre dans le mid-card autour d'un... Enfin, c'est comme Great Khali, tu le mets pas dans le mid-card. Soit tu le prends, tu le mets au main event, ou plus, ou tu le mets haut, soit tu le prends pas. Moi, je pense qu'il fallait pas le prendre. Enfin bref. Et numéro 1, bah, vous pourrez vous en douter, c'est Hogan. Alors, même s'il reste pas longtemps, c'est tellement négatif. C'est tellement une suite de choses négatives, son passage à Hogan, que je pouvais pas mettre quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que son match par équipe avec Money, il est nul. Son intervention à la fin de WrestleMania, c'est pas fun à voir, franchement. Ça n'a pas un impact positif parce que, je vous l'ai déjà expliqué. Derrière, il fait des caprices, il veut pas perdre contre Bret Hart. Son match à King of the Ring, il est pas bon. En plus, il refuse de perdre clean, etc. Enfin bref, alors c'est vrai que c'est un peu plus backstage que on stage, ma critique.
Mais là, pour le coup, c'est tellement abusé que voilà. C'est pour tout ce genre de conneries. Il est loin d'avoir fini son dossier, Hogan, mais c'est pour tout ce genre de conneries que je déteste Hogan, parce que il est devenu une immense star grâce à plein de gens qui sont couchés pour lui. Et lui, il n'est pas foutu de le faire pour aider Bret Hart. Ça me désole. Quand tu penses que Bret Hart, pour des caprices qui sont beaucoup plus légitimes, va se prendre un screwjob dans la gueule, et lui, on cède, ça me fait chier. Bref. Je passe. J'en reparlerai en 97 des histoires de screwjob. Deuxième, donc l'équivalent, mais à l'inverse, le sous-utilisé d'année. Donc les gars qu'on aurait voulu voir plus ou mieux. Mieux booké. Numéro 3, Bam Bam Bigelow. C'est pas un scandale, jusqu'à l'été 93, c'est pas mal. Mais il finit quand même l'année avec Luna Vachon en manageuse, et une réalité avec des clowns. Des clowns face, hein, et des nains notamment. Donc c'est quand même chaud. C'est dommage parce qu'il a été super bon dans le run un peu upper mid-card qu'il a eu, notamment au King of the Ring où il a un très bon match contre Bret Hart. Après, j'ai vraiment l'impression qu'il est sous-utilisé parce qu'au Rumble, il a un match assez insignifiant contre Big Boss Man. Il n'est pas à WrestleMania, de mémoire, non. À SummerSlam, il est dans un match Six-Man Tag qui est plutôt cool et sa performance individuelle est super d'ailleurs. Mais voilà, il y a l'impression qu'ils savent pas quoi faire avec lui. Alors, faites une rivalité, je sais pas. Alors, il y a une rivalité avec Tatanka qui démarre où il scalpe Tatanka, mais ils ont coupé court à la rivalité. Probablement pour faire partir Tatanka en rivalité avec Luke Borga. Ce qui fait qu'il n'y a jamais eu le gros match one-on-one entre Bigelow et Tatanka qui était teasé par cette rivalité. C'est très bizarre d'ailleurs d'avoir fait ça. Parce qu'en fait, la rivalité démarre juste avant le King of the Ring et dans le tableau, Tatanka affronte Luger et Bigelow affronte Jim Duggan et le vainqueur doit s'affronter. Et sauf que Tatanka et... Je pense, à mon avis, au départ, ils avaient prévu de foutre Tatanka et Bigelow. Sauf qu'ils ont fait un draw entre Tatanka et Luger. Ce qui fait que... derrière, ils ont pas fait le match entre Tatanka et Bigelow et ils l'ont jamais fait. Ils se sont affrontés dans le Six-Man Tag, donc c'est un peu dommage. Donc il y a une sous-utilisation de Bigelow qui est pas un scandale, mais il y aura pire en 94 peut-être bien. Mais... Voilà. Numéro 2 et numéro 1, c'est du sous-utilisé de chez... on sait vraiment pas quoi faire avec eux, c'est un abus total. Il y a peut-être guère que 95 à WCW qui vaut cette sous-utilisation. C'est pas les mêmes lutteurs, mais c'est le même degré de sous-utilisation. Numéro 2, Owen Hart. Alors Owen Hart, on a peine à savoir qu'il est dans le roster en 93. Donc il est dans le Rumble match, il doit rester 10 minutes, un truc comme ça. Il n'est pas à WrestleMania, il n'est pas au King of the Ring, il n'est pas à SummerSlam, et il est à Survivor Series, mais Bruce Hart et Ross Hart aussi, hein, j'ai envie de dire. Donc à la limite qu'il n'y soit pas, ça aurait été juste le scandale le plus énorme de l'histoire. Entre-temps, dans les shows il a quasiment aucun match de plus de 5 minutes à faire, et il a très 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 peu de matchs. Aucune storyline, aucune rivalité, aucun crédit, il se fait péter par Jerry Lawler en rien de temps, enfin bref. Il est jobber, mais même pas jobber pour les stars, juste jobber tout court, il sert à rien. Heureusement, à la fin d'année, ils vont se réveiller, c'est ça qui fait que je l'ai pas mis numéro 1, où ils vont commencer son militaire, et là on va commencer à le voir, il va avoir un peu d'attitude, il va avoir un segment micro, etc. Ça va aller mieux. Et sans ça, c'est aberrant, quoi. C'est quand même un énorme talent, et encore une fois, il fallait complètement être con pour pas s'en rendre compte. Donc, c'est une sous-utilisation. Alors vous allez me dire, il y a pire que ça. Eh oui, il y a pire que ça. Puisqu'il y a numéro 1, Macho Man, qui lui, carrément, n'est pas utilisé. Tu peux pas faire plus sous-utilisé qu'un mec qui n'est pas utilisé. Surtout quand c'est Macho Man, une immense star qui sort d'une année 92 fantastique, qui est un très bon lutteur, qui est encore en pleine forme, qui a encore cette flamme d'essayer de faire des bons matchs et de faire fonctionner. Puis Macho Man, c'est un mec qui est plutôt cool, il a envie d'aider les jeunes. Hein. Il a une rivalité avec Crush, 100 matchs dans l'année. De toute façon, dans l'année, il a fait 2 matchs. Le Rumble match où il apparaît, il n'a pas un rôle, important. Si, il est dernier éliminé quand même. Mais bon, voilà. Et il a un match contre Repo Man à Raw, c'est tout. Contre Repo Man, c'est invraisemblable. Sinon, il a une rivalité avec Crush qu'il entretient comme ça semaine après semaine, mais sans match. Si, quand même, il intervient dans le Survivor Series Elimination match de... Il est dans la team Razor Ramon, si j'avais oublié. Tiens. Enfin, c'est pareil, il se fait éliminer hyper vite parce qu'il court après Crush. Voilà, mais bref, le résultat, il est commentateur, quoi. Il s'en sert pas. Il s'en sert pas alors qu'ils ont un gros manque de stars, et que ce mec-là aurait pu aider, soit en heel à aider des faces, soit en face à aider des heels, il peut tout faire, Macho Man. C'est vraiment hyper dommage. Donc, c'est assez invraisemblable. Enfin, c'est un petit peu comme s'ils mettaient John Cena commentateur. On fait le constat qu'il manque des stars, et ben, John Cena commentateur. Il serait bon, hein, c'est pas le problème, mais aujourd'hui. Mais ils en ont besoin de John Cena pour pousser les nouveaux, parce que là, les nouveaux, ils sont poussés à une espèce de upper mid-card, il n'y a pas de main eventer, j'ai l'impression. C'est un peu le même délire. Et je pense qu'il aurait pu être extrêmement utile, dedans qu'il était très bon et très heureux. Voilà. Award suivant, donc les débuts retours de l'année. Alors, compliqué. Il y a 4 gros retours, on va dire.
4 gros débuts retour. Celui qui n'est pas sur le podium, c'est les débuts de Jim Cornette, qui en soi n'est pas un moment hyper kiffant. Il vient, il fait une promo, Bobby Heenan dit, vous savez qui c'est ce mec-là? Ce mec-là, il a managé les meilleurs et tout ça, en référence à ce qu'il a fait dans les Indies. Bon, ça donne pas grand-chose. Numéro 3, les débuts de Giant Gonzalez. Alors même si j'aime pas Giant Gonzalez, que c'est un wrestle crap et qu'il a un costume dégueulasse, ses débuts sont plutôt cool, parce qu'il vient pendant le Rumble match, il élimine plein de monde, il s'en prend l'Undertaker, même s'il n'est pas candidat, enfin, participant au Rumble match en soi. Du coup, ça fait une espèce de parenthèse dans le Rumble match, ça le rend un peu plus fou que juste des mecs qui rentrent et des mecs qui sortent, et je trouve que c'est plutôt cool. Bon, après, voilà. Numéro 2, le retour de Crush à Raw, le 18 octobre 93, forcément. Alors en fait, Crush, je vous raconte un petit peu, c'était un babyface, et il a obtenu un title shot contre Yokozuna en, je crois, en juillet, ou en juin, fin juin peut-être, non, c'est en juillet. C'est en juillet. Et donc, il a un title shot et on voit Macho Man qui dit ouais vas-y donne ton meilleur Crush, tu vas y arriver, tout ça. Donc Macho Man qui fait un peu le pote de Crush. Donc Crush essaye, il se fait battre. Et Yokozuna, une fois qu'il l'a battu, il lui refait un banzai drop une fois, deux fois, trois fois, etc. Et Macho Man attend la quatrième ou la cinquième fois avant d'aider Crush. Et du coup Crush est blessé aux côtes et il est out pour quelques mois. En gros c'est ça l'idée. Et quand il revient avec Mr. Fuji et Yokozuna et en gros il fait une promo de heel qui dit ouais, tout ce public, et toi Macho Man surtout, vous dites que vous êtes mes amis, mais dès que moi j'ai eu besoin de vous, vous étiez pas là pour moi, vous vous servez de moi, vous me prenez pour un con. Mr. Fuji m'a fait comprendre tout ça, etc. Et puis c'était pas mal fait parce qu'il est hawaïen, donc il est à mi-chemin entre le Japon et les États-Unis, si vous voulez. Bon, un petit peu plus près des États-Unis quand même, mais voilà. Et du coup, Macho Man, ce qui est bien, c'est qu'on comprend le heel turn. Donc, voilà, en fait, c'est un retour heel turn. Et Macho Man fait une promo de babyface où il dit Crush, non, je suis désolé mec, je suis désolé que tu l'aies pris comme ça, je pensais pas que... Voilà, et tout. Et Crush lui serre la main, mais pour mieux l'enculer derrière, et voilà. C'est un retour très efficace, ça a mis leur rivalité en orbite, le problème c'est qu'ils n'ont jamais trop rien faire avec, parce que le seul match de leur rivalité, c'est un match à WrestleMania 10 avec une stipulation qui a été très très contraignante pour les deux. C'est vraiment malheureux parce que ça a fonctionné plutôt bien. Et que ça aurait pu permettre à Crush je pense, de beaucoup grandir. Puis il n'y a pas idée aussi de le faire perdre, il fallait le faire gagner. Je suis pas un fan de Crush du tout. Hein. Pour moi, j'entends souvent des gens qui disent ouais, c'était un super big man qui aurait mérité mieux. Bon, il a quand même eu sa chance. Ensuite, en heel, à la WWE, il a quand même fait des trucs. Quand il est revenu après son passage en prison, il a aussi eu des choses. À la WWE, ça n'a jamais vraiment fonctionné. Bon. Voilà. Et puis le retour de l'année plus important, c'est Marty Jannetty à Raw le 17 mai, je crois. Je vais vérifier la date. Ouais, le 17 mai. Le Raw du 17 mai, je me rappelle de la date parce que c'est le même Raw où Manchukuki Kid bat Razor Ramon. Et on a Jannetty qui fait son retour. En fait, c'est un segment où Shawn Michaels dit... il y a Vince McMahon qui interviewe Shawn Michaels, il dit vous êtes champion intercontinental depuis tant de temps, mais vous défendez très peu votre titre, vous n'êtes pas un champion très, très combatif. Et Shawn dit mais si, faut arrêter là, c'est bon, moi je défends mon titre contre n'importe qui, n'importe quand, il y a un mec qui vient, n'importe qui, je défends contre lui. Et il y a Marty Jannetty qui sort du public en civil, et il dit du coup je suis là, ça te dit, on fait le match, pourquoi pas ce soir maintenant pour le titre. Et Shawn qui dit non, mais attends, t'as pas tes affaires, on va pas faire le match maintenant. Et donc Jannetty dit ok, donc si j'ai mes affaires c'est bon. Et Shawn dit pas non, du coup il dit je vais chercher mes affaires, c'est bon, paf. Et ils font le match et ils gagnent le titre. Donc c'est des débuts efficaces, que surprise, parce que bonne promo de Shawn Michaels, c'est parce que le titre à la clé, donc voilà, on peut pas faire beaucoup mieux que ça. Voilà. Puis bon après, en termes de promo et le moment vraiment où il revient, c'est à peu près équivalent de plaisir avec le retour de Crush pour moi. Donc j'ai privilégié le côté impact derrière. Award suivant, Newcomer, donc les nouveaux venus. Alors il y en a plein, puisque New Generation. Je vais vous faire la liste, alors elle est quasi exhaustive, hein. Normalement j'ai dû oublier personne, mais bon, j'ai peut-être oublié quelqu'un. Alors j'ai, dans le désordre, hein, c'est pas dans l'ordre où ils sont arrivés. On a 1, 2, 3 Kid, Steiner Brothers, Doink, Lex Luger, Quebecers, Ludwig Borga, Smoking Guns, Heavenly Bodies, Adam Bond, Diesel, Men on a Mission, Mr. Hughes, Giant Gonzalez, Max Moon, Bastion Booger, Kwang, Jeff Jarrett, Bob Holly. Ça fait 18. Bon, dans le tas, vous avez noté qu'il y a du Wrestle Crap, je sais. Et j'en ai peut-être oublié. Vous noterez aussi que les trois derniers, Kwang, Jeff Jarrett, Bob Holly, sont arrivés tellement tard dans l'année que je les compterai dans les newcomers rookies de l'année 94. Donc on en reparlera plus tard. Enfin, je voulais juste les citer pour vous montrer le nombre de gars qui sont arrivés. Dans cette liste, donc il y a du Wrestle Crap, hein, j'avoue, Giant Gonzalez, Baston Booger, bon ouais, il y a des trucs un peu dégueux. Max Moon, c'était un bon lutteur, mais il avait un costume dégueu. Mais on a quand même des lutteurs hyper majeurs de la suite, donc j'ai déjà dit, One Tree Kid, Diesel notamment, les Smoking Guns qui vont rester assez longtemps, Luger, bon bref. Et puis on a des bons lutteurs hein, quand même là-dedans.
Alors, juste un petit truc, j'ai dit qu'il y avait Men on a Mission. Men on a Mission, c'est Mabel et Mo, managé par Oscar. Petite anecdote comme ça, parce que je pense que peu de gens le savent. Oscar, en fait, il se connaissait pas du tout. Mabel, Mo, ils se connaissaient, c'était en équipe dans les territoires NWA, je crois, dans le Mid-South. Et il ne connaissait pas du tout Oscar. En fait, j'avais vu une shoot interview de Nessol Fraser, donc c'est Mabel. Et il expliquait que, en fait, Oscar, ce mec-là a obtenu un job à WWF parce qu'il a réussi à passer la sécurité, à rencontrer Vince McMahon. En fait, il s'est incrusté dans un ascenseur avec Vince McMahon. Il lui a fait, je crois, il lui a fait un rap. Il lui a dit, faut me prendre, je suis trop motivé, même si tu me payes pas, je peux tout faire, machin. Et donc ils l'ont pris, ils l'ont mis avec Mabel et Mo, et en fait Mabel et Mo ne l'aimait pas du tout. C'est pour ça que quand ils ont fait un heel turn, ils ont dégagé Oscar. Voilà. En passant, petite anecdote comme ça. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, pour être complet, on le voit dans le public de WrestleMania 9. Donc je crois que c'est d'ailleurs dans le WrestleMania Weekend de WrestleMania 9 que Oscar a réussi à rencontrer Vince McMahon. Et on le voit dans le public de WrestleMania 9, à un moment donné. Voilà, petite anecdote, c'est toujours sympa. Voilà, donc sinon, voilà. Les numéros, alors il y a du niveau, hein, parce que j'aurais très bien pu mettre, sincèrement, Adam Bomb c'est pas mal, Heavenly Bodies ils sont bons, ils sont pas sur le podium. Smoking Gun ils sont bons aussi, ils sont pas sur le podium. Ludwig Borga j'ai beaucoup aimé, même si c'est un gros connard, c'est Tony Holmes, c'est un Finlandais qui a fait de la politique après avoir fait du catch, et il était un parlementaire, il a été jusqu'au Parlement. Hein. D'extrême droite finlandaise, alors je pense que l'extrême droite finlandaise c'est bien couillu, bien connard, et pour confirmer tout ça, j'avais lu qu'il avait tenu des propos extrêmement déplacés envers la communauté gay en Finlande, et surtout, il a fait équipe avec Scott Norton au Japon, sous son vrai nom, Tony Holme. Et j'avais vu une shoot interview de Scott Norton où on lui demandait ce qu'il avait pensé de son équipe. Et Scott Norton, en gros, avait dit que c'était vraiment un mauvais souvenir pour lui. Il a détesté son équipe avec Tony Holme parce qu'il l'aimait pas, et il faisait vraiment pas confiance. Et il avait limite un peu peur de lui. Enfin, il disait, c'est le genre de mec, t'as pas trop envie de. Voilà. T'as pas trop envie de sympathiser, quoi. On lui fait pas confiance. Voilà. Alors, le podium, rapidement. Numéro 3, Doink Hill. Donc, je précise Hill parce que c'est pas le même gars qui incarne le Doink Hill et le Doink Face. C'est même deux gars qui incarnent le Doink Face différents, mais bref. Donc, le Doink Hill, c'est Matt Bourne et Doink Hill, c'est génial. J'en parlerai un peu plus en détail tout à l'heure, j'aurai une autre occasion de vous en parler. Mais c'est vraiment excellent, super incarnation de personnage, des bonnes idées, très bon niveau in-ring, super. Vraiment malheureux qu'ils l'ont fait tourner face, parce que ça aurait pu être intéressant plus longtemps. En plus, il n'avait pas besoin de titre, donc c'était un lutteur qui était intéressant à avoir comme ça sous la. Numéro 2, alors j'ai hésité entre l'un et deux, j'ai mis numéro 2 les Steiners, donc je vais faire l'autre groupe, hein, les deux Steiners, donc Rick et Scott Steiner, qui ont été l'équipe de l'année 90, 91, 92 de la WCW. Bon, je vous le dis dès maintenant, ils seront l'équipe de l'année 93 à la WWF. Et évidemment, ça a eu un impact direct, ça a fait beaucoup de bons matchs par équipe, c'est une très très bonne équipe, voilà, ça a bien fonctionné. Maintenant, il n'y a pas tant de TikTok matchs que ça. Et donc finalement, j'ai mis numéro 1 One Two Three Kid, parce qu'en termes de qualité de match, il est pas très loin, voire plutôt au-dessus. Mais là où je trouve qu'il est intéressant dans One Two Three Kid, c'est qu'il incarne pleinement la New Generation. Et donc c'est pas seulement le One Two Three Kid et lutteur nouveau venu de l'année, c'est ce qu'incarne le One Two Three Kid, c'est le nouveau de l'année, en fait, quelque part. Et c'est aussi ça que je voulais mettre en avant en mettant One Two Three Kid, nouveau venu, rookie de l'année. Voilà. Alors il n'est pas vraiment rookie, parce qu'il a fait il a été dans le catch japonais, enfin il était au Japon avant ça. One Two Three Kid est peut-être un petit peu dans les Indies US aussi, avant d'arriver à WWF. Il était tout jeune. Allez, award suivant, meilleur lutteur en segment, donc promo, micro, mais pas seulement. Alors je compte pas tout ce qui est présentateur et commentateur, parce que Jerry Lawler autrement serait automatiquement sur le podium. Or, si on prend juste ce qu'il a fait en tant que lutteur, ou manager, mais il n'a pas été manager, c'est pas génial. C'est bien, mais il n'y a pas assez de matos, à mon sens. Il a des bons trucs, hein, quand même, quand il s'en prend à la famille Hart, qui critique en plein match, il y a Bret Hart ça va être contre Bam Bam Bigelow dans le ring, et lui il est dans le gradin, et il va voir la famille Hart, enfin le père et la mère de Bret Hart, et je sais plus, il fait des blagues, enfin bon, c'est Jerry Lawler, quoi. C'est assez marrant, et au bout d'un moment, Bret Hart en a marre, il sort du match, et il monte dans les gradins, il va le frapper. Bref, il y a plein de segments comme ça qui sont pas mal, mais bon, c'est à relativiser, on aura du meilleur pour lui. Donc du coup, moi j'ai choisi de mettre numéro 3, Bret Hart. Alors ça peut pas être surprenant, parce que Bret Hart a plutôt une réputation de mec un peu chiant au micro. Moi j'aime bien. Surtout en face, c'est vrai qu'il est un peu plus chiant qu'en heel. En heel, il est vraiment génial. Moi ce que j'aime bien en face, c'est que ça fait vrai quand il est au micro. Ça fait pas mec qui fait des promos pour faire réagir le public tout de suite. C'est plus le mec qui fait des promos qui se veulent réalistes, qui place des billes de psychologie pour son personnage, pour une rivalité, pour une situation. Il est plus comme ça.
Et puis il montre vachement de personnalité et de caractère, et je trouve que c'est la grande réussite de Bret Hart, c'est que c'est un face qui est pas cucu. Il a l'air un peu d'un bad boy sur les bords par moment, d'un mec qui se laisse pas emmerder, tout ça. Et ça, c'est ce qui a contribué à Bret Hart à se permettre de devenir une star en 93, même en étant loin du title picture. On aurait pu penser qu'après avoir perdu le titre à SummerSlam, à WrestleMania, et en n'ayant pas cette chance d'affronter Hogan à SummerSlam, il allait décliner, et en fait, il a continué à monter en popularité. Je pense notamment grâce à sa qualité au micro et à l'attitude qu'il montrait de face un peu comme ça valeureux et en même temps intelligent. Et il avait un bon équilibre et j'ai trouvé très bien, notamment aussi dans les promos à la fin de l'année où il dit qu'il veut pas affronter Owen. Owen l'a défié et lui dit non, on aura l'air de quoi si on s'affronte entre frères, etc. Il est vraiment bien, donc c'est dans un registre que j'aime beaucoup plus moi que les promo guys qui en font des caisses avec des catchphrases pour faire un jeune public sur l'instant. Et finalement t'en retires rien de leur promo. Après ça, les commentateurs peuvent pas dire ah oui il a dit ça, machin. C'est un peu juste pour faire mumuse à ce moment-là. Alors que Bret Hart, c'est un peu plus intéressant. Numéro 2, donc j'ai mis Shawn Michaels. Donc toujours dans ce personnage Heartbreak. Bon, dans la continuité de ce qu'il a fait en 92. Très bien, très à l'aise. Beaucoup de segments au micro. Très arrogant, bien. Voilà. Après, c'est pas la folie. C'est pas une année où il a beaucoup de grandes choses à faire au niveau storyline. Mais c'est plutôt pas mal. Et numéro 1, Jim Cornette. Donc nouveau venu. Je l'ai pas mis dans ma liste des nouveaux venus parce que c'est pas un lutteur. Mais il arrive en 93. Il arrive en tant que porte-parole de Yokozuna, donc un américain pour être porte-parole en langue du coup anglaise. Et il est très bien comme un espèce de manager un peu véreux qui essaie de lui. On comprend que lui il fait ça pour avoir l'argent, donc qui va avec le fait d'avoir le fait de manager le champion du monde poids lourd. Et il est prêt un peu à tout et tout. Il est vraiment pas mal. À côté de ça aussi, les commentateurs, manager des Heavenly Bodies, son équipe qu'il a ramené de la Smoky Mountain Wrestling, qui était sa fédération. Et il était vraiment bien. Donc voilà. C'est une année où globalement il n'y a pas eu beaucoup de très grands segments au micro. Et bon, il y a une grosse déperdition au micro parce que dans les gars qui sont partis, on a quand même perdu des Piper, des Jake the Snake au micro, donc des Ted DiBiase, des Ric Flair. Enfin voilà, au micro on a perdu des sacrés clients, quoi. Donc ils ont peut-être un petit peu enlevé les segments micro, c'est un peu moins bien. Bref, award suivant, la plus grosse progression de l'année. Alors, pas évident. Le 1 est facile, après le reste c'est pas facile. J'ai mis numéro 3 Owen Hart. Même s'il a été sous-utilisé quasiment toute l'année, c'est pour le fait qu'il a montré tellement de progrès dans son attitude et sa capacité au micro que je pense qu'il a beaucoup convaincu à la fin de l'année sur le petit passage où il est heel. Parce qu'en fait, il démarre un heel turn avec Survivor Series, mais après il revient face. Parce qu'entre les deux, il challenge Bret Hart et il a de l'attitude. Et après, il revient face un peu twinner. Il y a plein de trucs que j'adore. Par exemple, je prends un exemple, mais il vient avec le costume de Bret Hart, donc noir et rose, avec les lunettes aussi roses là, que Bret Hart distribuait aux enfants. Sauf que Owen lui distribue pas aux enfants. Il distribue aux jeunes filles de 20-25 ans, un peu jolies, qu'il trouve dans le public. Donc c'est un peu une version un peu déviante de Bret Hart, si vous voulez. C'est super cool. Donc là, voilà, c'est pour tout ce changement un peu d'attitude et pour la qualité qu'il a pu afficher dans le peu qu'on lui a donné. Mais ça, voilà, je peux pas mettre plus pour Owen qui montre pour la première fois des signes de pouvoir accéder à plus haut dans la carte, mais ça reste encore trop anecdotique. Numéro 2, Yokozuna. Ça aurait pu être un flop, hein, Yokozuna. Les gros monstres comme ça qui sont invaincus et qui, une fois qu'ils atteignent le sommet, chutent. On en a eu plein dans l'histoire. Hein. Du Great Khali, du Umaga, du Kozlov, souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps que ça, ou d'autres. Lui, ça a marché. Parce qu'il a vraiment su intégrer du bon selling dans son match et utiliser son gabarit de façon intelligente. Alors je dis il, sûrement qu'il a été extrêmement coaché. Mais voilà, il a fait plutôt des bons matchs, des bonnes perfs individuelles dans cette année. Le match contre Bret Hart à WrestleMania est plutôt pas mal, sa performance au Rumble est bien. Le match contre Luger à SummerSlam est surprenant positivement. Donc voilà, je trouvais que c'était une bonne année de Yokozuna. Après, de là, le mettre numéro 1. Donc c'est une bonne progression parce qu'il a montré que finalement, c'était pas juste un squasher de match de 3-4 minutes, il pouvait faire des vrais gros matchs et répondre plutôt présent. Donc voilà. Mais numéro 1, donc facile, Razor Ramon. S'il y a un gars qui change de statut dans l'année 93, c'est vraiment lui. Il passe de heel à face d'abord, mais surtout il passe de lutteur valable à quasi-star. Alors ça reste du upper mid-card, c'est pas tout à fait le main event, parce que c'est champion intercontinental, à l'époque on est quasiment du upper mid-card, mais c'est une énorme star à la fin de l'année, grâce à la qualité de son travail au micro, dans son personnage notamment. Ou même s'il devient face, c'est un peu ce que je disais sur Bret Hart, même s'il est face, il a quand même cette attitude de pas trop être cucu, machin. Et ça va être important pour les faces à partir de cette époque-là jusqu'à encore maintenant. S'ils êtes trop le babyface concon, en fait ça marche pas. C'est ce qui va se passer avec Luger. En fait. Il va être un peu trop le gentil bonnet, alors qu'à côté,
des faces un peu plus teigneux comme Brett ou Razor, ça marche mieux. À côté de ça, Razor a aussi progressé au in-ring. Je pense qu'il a fait une meilleure saison in-ring que ce qu'il a jamais pu faire avant. Donc, Razor Ramon, que ce soit dans les accomplissements, l'évolution de ce personnage ou le in-ring, il y a une progression, donc progression de l'année. Ensuite, pay-per-view de l'année. Alors, ou show de l'année d'ailleurs, j'aurais pu mettre un Raw. Après, les pay-per-views sont quand même plus intéressants à voir que n'importe quel Raw. Je rappelle que les Raw à l'époque durent 45 minutes. Hein. C'est des petits shows. Enfin, du coup, vous pouvez aller les voir. Hein. C'est assez rapide. Les meilleurs Raw, allez les voir. Hein. Ceux pour lesquels j'ai des choses à voir. Le Raw du 17 mai, là, dont je vous ai parlé avec Razor, Montreal Kid et puis Jannetty qui revient, tout ça. Mais allez le voir, hein. Ça dure 45 minutes. C'est facile à trouver. Donc, les meilleurs pay-per-view de l'année. Alors, il y a un pay-per-view qui est dégueulasse. C'est WrestleMania. WrestleMania 9, c'est ignoble. C'est peut-être le pire WrestleMania de tous les temps. Survivor Series est un petit peu bancal. Premier et dernier match sont bien, le reste au milieu c'est nul. Et les trois autres pay-per-views c'est plutôt pas trop mal, mais sans être l'éclat total. Donc c'est pas tip top. Donc les trois autres pay-per-views sont sur le podium. Numéro 3, j'ai mis Royal Rumble parce que bon, le main event, donc Razor, Bret Hart, c'est bien sans plus. Et le Rumble match, pareil, c'est pas non plus l'excellence. Donc voilà. Rien d'exceptionnel, mais ça se laisse regarder assez bien. Surtout si vous avez Guy Auré aux commentaires. King of the Ring numéro 2, donc SummerSlam numéro 3. Donc King of the Ring c'est vraiment bien pour les 3 matchs de Bret Hart. Le reste, pas tip top, mais ça se laisse regarder. Toujours agréable de voir Hogan se faire squasher. Et Jim Duggan aussi d'ailleurs en passant. Squashé par Bam Bam Bigelow pour Duggan et évidemment par Yokozuna par Hogan. Enfin pour Hogan, pardon. Non, le meilleur show de l'année, oui, c'est SummerSlam, clairement. Je trouve que c'est le plus agréable à regarder sur la durée. Il y a beaucoup de matchs, il y a des matchs courts, il y a des matchs plus longs. Il y a le match avec Bret Hart qui est presque une sorte de segment match. Il y a une bonne surprise avec le Luger Yokozuna. Il y a un six-man tag avec Bigelow, les Shrinkers, Tatanka et Smoking Guns qui est vraiment bien. Super perf individuel de Bigelow là-dedans. Et il y a un match par équipe, Steiner Brothers contre Heavenly Bodies, qui est un très bon match par équipe oublié, que je recommande chaudement. Voilà. Donc ça fait un très bon pay-per-view. Il y a le dernier match à la WWF pour Ted DiBiase aussi dans ce show. Et un squash de Ludwig Borga sur Marty Jannetty que j'aime beaucoup. Malgré que j'aime bien Marty Jannetty et que c'est un petit peu abusé, c'est toujours fun à voir. Un bon squash, c'est fun, hein, à un moment donné. Hein. Voilà. On enchaîne avec la feud ou storyline de l'année, donc les meilleures rivalités. Alors, j'aurais bien mis Crush versus Macho Man parce que j'aime bien comment elle se lance, j'aime bien l'intelligence du heel turn de Crush. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de match, donc c'est un peu compliqué de les mettre en avant. Donc, ça aurait pu être un autre podium s'il y avait eu un match ou des choses un peu plus concrètes. Même chose pour Owen Bret Hart, c'est juste le début du heel turn de Owen et tout ça, c'est vraiment super intéressant, mais il n'y a pas encore les matchs, donc on en reparlera pour 94, ce sera peut-être la rivalité de l'année 94. Essayez de deviner. Réfléchissez, il y a d'autres rivalités, attention, en 94, il y a des bonnes choses. Donc numéro 3, j'ai décidé de mettre les All-Americans contre les Foreign Fanatics, avec à l'intérieur Luger et Yokozuna. Alors même si j'ai dit du mal de ça, notamment les promos un peu racistes de Luger et tout ça, globalement c'est un truc qui a bien fonctionné, il y a un segment que j'aime beaucoup, c'est lorsque Ludwig Borga bat Tatanka pour la première fois, c'est la première fois que Tatanka est battu, où il le bat avec un seul doigt, il a triché, machin, donc il laisse son doigt et tout ça, bon, bref. Après ça, il appelle le Yokozuna pour venir blesser Tatanka parce qu'ils avaient un match annoncé pour Survivor Series, donc Borga, Yoko et les Quebecers contre Luger, Tatanka et les Steiners. Donc ils se sont dit on va blesser Tatanka. Donc il y a Yokozuna qui vient pour blesser Tatanka, du coup Luger, on le voit dans les backstage, c'est la superstar. Il veut venir, il se fait intercepter par les Quebecers qui l'empêchent de venir aider Tatanka, du coup Tatanka se fait péter les côtes. Il arrive à se débarrasser des Quebecers, il vient sauver Tatanka, mais c'est trop tard, le mal est fait. Tu vois. Donc après ça, donc il faut qu'il trouve un remplaçant, donc t'as le clan des Foreign Fanatics qui fanfaronnent un peu, genre qui sait qu'ils vont trouver de plus fort que Tatanka, il n'y a pas moyen, Tatanka était invaincu depuis pas longtemps, on s'en est débarrassé. Et il ramène Undertaker, donc là, oh putain merde et tout, donc Undertaker qui du coup se retrouve dans le main event, enfin, je trouve qu'il y a des rebondissements, c'est une storyline ils ont vraiment essayé de l'alimenter pour jouer sur le truc, c'est vraiment cool. Et le match à l'arrivée de Survivor Series c'est bien, et encore une fois le match de SummerSlam entre Luger et Yoko est pas mal. Bon, il est pas extraordinaire, mais il est mieux que ce qu'on pourrait croire. Donc voilà. Donc, globalement, c'est une réalité que j'ai trouvé plutôt correcte. Une fois passé le côté raciste des départs. On va dire que c'est ça le problème. Numéro 2, Bret Hart, Jerry Lawler. Alors là, c'est vraiment l'aspect rivalité. Ça a bien fonctionné parce que les deux ont été bons au micro. Lawler détestable, Bret Hart vraiment attachant aussi en fait. Ça a beaucoup aidé Bret Hart à devenir populaire. Le match segment qu'ils ont à SummerSlam est super. Au niveau de la hit que Lawler prend et du coup de la pop que Bret Hart prend, c'est vraiment bien parce qu'en fait Lawler fait croire qu'il est blessé, puis en fait il s'en prend un Bret Hart, il a une dunk à sa place, etc. Donc, c'est vraiment pas mal.
Donc voilà, donc ça c'est une bonne rivalité, on va dire, dans la hit que ça donne. Et comme c'est lié un petit peu à ce qui se passe après avec Owen Hart, je trouve que ça aussi, ça a été positif. Numéro 1, la storyline avec One Two Kid de Razor Ramon. Donc ça commence avec une rivalité, la victoire du Kid, la rivalité derrière, etc. pour aboutir à le face turn de Razor Ramon, leur association contre Money Inc., etc. Donc c'est une rivalité storyline, plus une storyline qu'une rivalité, pardon, qui, à mon avis, a eu que des effets bénéfiques pour One Two Kid, mais aussi beaucoup pour Razor Ramon, alors que ça partait sur une défaite contre un jobber. Comme quoi, des fois, bien booké, les retombées d'une défaite peuvent être beaucoup plus bénéfiques que des victoires. Voilà. Alors, on continue avec maintenant mon Special Award. Mon Special Award, ça va être Doink Hill. Alors, je voulais mettre en lumière Doink Hill parce que déjà, je déteste le fait qu'il ait mis face et j'adore une chose, c'est que le gars qui incarnait Doink Hill a eu cette intégrité là, qui est quand même pas évidente, de dire si vous tournez face, mon doink il va pas marcher, donc je veux pas marcher avec vous, je ne ferai pas le doink face. Et donc ils l'ont viré. Il s'est fait virer le gars parce qu'il voulait pas faire doink face. Et comme je suis complètement d'accord avec ça, il s'appelle Matt Bourne, je trouve que c'est vraiment génial. Et effectivement, Doink Hill c'est absolument fantastique. Ils ont eu des bonnes idées avec notamment le fait que comme le mec il a le corps entièrement recouvert avec un costume et des peintures, ils ont pu faire des faux doink. Mais en gardant l'idée qu'il y a un seul vrai doink fort. Les autres faux dunks qui se font battre très facilement. Donc après c'est bien foutu aussi. Le personnage est super bien incarné. Et l'autre truc que j'adore aussi, c'est que le mec a été jusqu'à donner un style in-ring pertinent à Doink. C'est-à-dire que Matt Bourne, avant d'être Doink Hill, il a incarné Big Josh à la WCW. Big Josh, c'est un brawler. Et quand il a incarné Doink, il n'a pas fait du brawling, il a essayé de donner à Doink une légitimité in-ring en faisant passer Doink pour un technicien. Et ça a bien fonctionné. Donc, je trouve que Doink, ça a été réussi de bout en bout. L'incarnation, le in-ring, les idées de booking, et malheureusement, ils ont fait faire ce face turn où ça a cassé, parce qu'un clown heel, c'est intéressant. Un clown face, tu veux faire quoi de toute façon? À part c'est ridicule. Donc voilà, ça c'était un petit peu pour mettre en hommage ce personnage qui est génial, l'incarnation du personnage par Matt Bourne et l'intégrité qu'a eu Matt Bourne de refuser d'incarner le Doink face. Voilà. Je passe à mes meilleurs matchs de l'année. Alors, je ne vais pas trop détailler les meilleurs matchs de l'année parce qu'encore une fois, ça ferait des vidéos très très longues. Si vous voulez que je revienne sur certains matchs, n'hésitez pas. Je pourrais le faire éventuellement lors du FAQ ou en début de vidéo suivante. Je vais quand même parler des meilleurs matchs, tout meilleurs matchs. Il y a Bret Hart contre Mr. Perfect au King of the Ring. La demi-finale du King of the Ring, c'est un match exceptionnel. Pendant longtemps, je l'ai mis 5 stars. Bon, je relativise un petit peu. Pour moi, il est nettement meilleur que celui de SummerSlam 91, qui est pourtant plus souvent plébiscité. Je trouve que celui-ci, il est plus âpre, plus accroché comme ça. Un peu plus long, donc il y a aussi plus de rebondissements, il y a le côté épique, le selling est meilleur. Bret Hart, à mon avis, est un peu meilleur à ce moment-là qu'en 91. Perfect est toujours aussi bon, il se donne à fond. Il n'a pas la blessure au dos de 91 aussi à ce moment-là, enfin plus vraiment. C'est face contre face, et j'adore en général les matchs face contre face quand l'animosité monte. J'en avais déjà parlé avec Piper contre Bret Hart en 92. On retrouve un peu ça, mais avec peut-être une plus grande qualité technique, un petit peu moins de qualité de psychologie, mais c'est un match d'un niveau à peu près similaire, je le mettrai un peu au-dessus. Voilà, c'est un super match, à voir absolument, de toute façon comme les 3 matchs de Bret Hart lors du King of the Ring. Alors il y en a un autre qui est dans mon top. Non, les 3 matchs de Bret Hart du King of the Ring sont dans mon top 20. Et l'autre match contre Bam Bam Bigelow, la finale, est dans mon top 3. C'est-à-dire que Bret Hart a fait 2 des 3 meilleurs matchs de l'année le même soir. C'est pas commun ça. Contre Bam Bam Bigelow, donc la finale avec la dynamique face en péril contre gros heel bourrin. Donc avec un selling de Bret Hart qui reprend ce qui lui est arrivé dans le match d'avant. C'est vraiment super. Je ne vais pas trop détailler. Je préférerais détailler donc le deuxième de mon podium. Le Shawn Michaels Marty Jannetty de Raw du 19 juillet. Donc attention, c'est pas celui où Marty Jannetty devient champion le 17 mai, c'est le 19 juillet. Donc Shawn Michaels Marty Jannetty, où là, Shawn Michaels ça d'isole aux abords du ring. Et là, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils sont affrontés plusieurs fois Shawn Michaels et Marty Jannetty. Et jusqu'à ce match-là, je pense qu'ils ont toujours essayé de faire ce qu'ils ne savaient pas faire. Notamment au Royal Rumble, ils essaient de faire un match avec de la psychologie, plutôt dans l'esprit de ce qu'aurait fait un Ric Flair ou un Bret Hart. C'est pas trop leur délire, c'est pas ce qu'ils savent faire, en tout cas pas encore pour Shawn Michaels. Et donc lors du Raw du 19 juillet, ils vont faire plutôt un match très dynamique, donc plus dans ce qu'ils savent faire et ce qu'ils faisaient quand ils étaient en équipe, en Rockers. Ils vont faire un match très dynamique où ça court partout, ça bump, etc. C'est fluide. C'est vraiment un match à couper le souffle.
Après, le selling est pas trop mis en avant et ça limite un peu, d'autant que des matchs dans ce registre, peut-être on en a vu beaucoup aussi depuis, notamment dans les Indies US dans les années 2000. Donc je relativise un peu. Maintenant, à l'époque, je pense que ça a dû mettre pas mal de gens sur le cul et je comprends que le Wrestling Observer à l'époque l'ait mis même au-dessus du Bret Hart Perfect. Tellement ça devait être époustouflant. Et ça sort un peu de nulle part parce qu'ils se sont déjà affrontés 3-4 fois avant et ça n'a jamais été terrible. Et là, tac, tout d'un coup, c'est une tuerie. Donc c'est un excellent match. 4 étoiles, ce qui me concerne. Après, je détaille pas tout le reste. Je vous recommande mon top 5 vraiment en entier parce que le match par équipe, élimination de Survivor Series entre l'équipe Razor Ramon et l'équipe IRS est vraiment cool avec un bon booking où c'est les deux underdogs qui finissent pour la team Razor Ramon et ils s'en sortent. On est une bonne alchimie d'équipe, ça va créer d'ailleurs leur équipe, One Tricky de Marty Jannetty, par la suite, où ils vont être champions par équipe ensemble. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis le tag match Steiners contre Heavenly Body, j'ai dit tout à l'heure que c'était un match par équipe de bonne qualité oublié. Je vous invite à aller voir ça, donc voilà. Après, si vous voulez que je détaille sur un autre match, n'hésitez pas. Bon. Pas un top 20 d'une très très haute qualité, on est moins bien qu'en 92, mais plutôt solide quand même par rapport à ce qu'on a vu en 91, 90 et même si on partait 89, tout ça. Je suis plutôt honnête. Avec peu de matchs à 3 quarts plus, mais beaucoup de matchs à 3 et quart. Il y a vraiment énormément tout au long de l'année. Donc, c'est plutôt pas mal. Voilà. On enchaîne avec peut-être les awards les plus intéressants, je dirais. Hein. Donc, la meilleure équipe de l'année, maintenant, Tag Team of the Year. Il y a pas mal d'équipes encore en 93. Alors, même si j'ai dit en 92 que la division par équipe, ça s'était un peu effondré, il y a eu un petit soubresaut en 93 qu'ils ont ramené à la fin de l'année 92 les Head Shrinkers. En 93, ils ont ramené Men on a Mission, Smoking Guns, Heavenly Bodies, Quebecers. Et ils avaient Money Inc. et Steiner, donc ça faisait une division par équipe pas trop dégueu. C'est dommage qu'ils n'aient pas pu garder d'autres équipes comme les Beverly Brothers ou les Natural Disasters, voire les Nasty Boys. Ça aurait pu aider à faire une division par équipe vraiment très très complète. Où là, finalement, en dehors des matchs pour le titre, il n'y a pas eu beaucoup de matchs vraiment valables. Du coup, bon, podium, j'ai mis Heavenly Bodies numéro 3. C'était une bonne surprise cette équipe. C'est une équipe qui paye pas de mine, c'est Tom Pritchard. Et Jimmy Del Rey managé par Jim Cornette. Bon. Surtout grâce au match de SummerSlam que je les ai mis sur le podium, sinon c'est pas non plus la folie. Numéro 2, plus net les Quebecers, et numéro 1 les Steiners. Alors Quebecers, s'ils étaient arrivés plus tôt, ils ont peut-être pu titiller les Steiners, ils arrivent un peu trop tard, mais ils sont super. Très belle complicité entre les deux, hein. Jack Rougeau et Pierre Calway, avec Jack Rougeau qui est un peu plus leader, un peu plus qui parle beaucoup et tout ça, et qui fait chier l'arbitre. Et Pierre qui voltige beaucoup, alors que c'est quand même un assez gros gabarit. Pas mal de double team move, ils ont l'air crédibles en tant que vraie menace, mais ils ont l'air aussi malins et filous pour essayer de gagner des matchs en trichant, donc c'est vraiment pas mal. Puis donc numéro 1 les Steiners, 90, 91, 92 équipe de l'année de WCW, 93 équipe de l'année WWF. Seule année où les Steiners sont à la WWF, ils arrivent fin 92 et ils partent tout au début de l'année 94. Voilà. Et ils vont un peu disparaître de circulation d'ailleurs après, pendant 2 ans. 94 ils sont un peu au Japon, mais 95 je sais pas où ils étaient. Je vous le dis tout de suite. Je ne sais pas où sont les Steiners en 95. Ils ont dû faire un match. Ils ont peut-être bien fait un match à ECW, mais au Japon, je crois pas les avoir vus. Donc, bref. En tout cas, c'est une bonne saison de plus pour les Steiners qui sont tout au long de l'année dans les plus gros matchs par équipe. Donc, contre Money Inc., Head Shrinkers, Quebecers, les Heavenly Bodies. Ouais, ils ont eu tous les gros matchs par équipe. Voilà. Ensuite, lutteur de l'année. Donc alors c'était pas évident le numéro 3 parce qu'il y a du monde. Il y a Marty Jannetty qui a été pas mal mais parfois absent parce qu'il a eu des suspensions pour problèmes d'alcool et de drogue. Il y a Bam Bam Bigelow qui a fait un bon début d'année mais à partir de l'été ça décline sérieusement parce qu'il est mal utilisé. Il y a One Two Three Kid qui a été très bon mais il n'y a pas de micro et puis bon c'est pas non plus tout le temps de l'éclate. Donc du coup j'ai préféré mettre numéro 3 Razor Ramon. Bon, pour moi One Two Three Kid Razor Ramon c'est très proche avec des styles complètement différents. Razor Ramon étant meilleur au micro, donc j'ai privilégié ça dessus, puis c'est plus une star quoi. Donc voilà. Puis j'aime beaucoup Razor Ramon aussi, il faut bien le dire. Donc, je privilégie Razor Ramon. J'aurais pu mettre One True Kid, c'est vraiment serré entre les deux. Voilà. Après Razor Ramon, j'apprécie le fait qu'il ait vraiment progressé in-ring et qu'il ait donné des bons matchs en gardant son style de brawler. Et quand au micro, il a réussi à incarner un personnage de face un peu bad guy. Bad Guy, clairement, c'est son surnom, c'était pas forcément évident. Alors que One Tree Kid, bon, je dis pas que c'était évident de faire ce qu'il a fait, mais c'est plus le côté révolutionnaire qui le met en avant. Mais finalement, il y avait d'autres gars qui étaient capables de le faire à l'époque, il est peut-être un peu pionnier, mais si on regarde ce que faisait la WCW à la même époque avec des Brian Pillman, Liger, tout ça, bon,
à relativiser quand même. Numéro 2, Shawn Michaels, et numéro 1, Bret Hart. Bon, désolé pour les haters de Bret Hart, parce que c'est encore Bret Hart lutteur d'année, ça fait 3 ans de suite. Maintenant, qui tu veux mettre, à un moment donné, c'est net. Prenez les pay-per-view. Shawn Michaels et Bret sont les meilleurs lutteurs, mais Shawn Michaels a raté ses matchs sur pay-per-view, Bret Hart les a réussi. C'est quand même les matchs les plus importants. Vous prenez le top 20 des meilleurs matchs, il y a plus de Bret Hart. Et top du top, c'est aussi un peu plus du Bret Hart. En plus, Bret a eu le mérite d'avoir sorti des matchs plutôt pas mal avec des lutteurs qui ne sont pas des coutumiers du fait nécessairement. Alors que Shawn c'est avec Marty Jannetty, alors c'est beaucoup entre les deux, mais et puis bon, Shawn, je vous dis, il a été décevant. Contre Marty Jannetty au Rumble, c'est pas tip top. Contre Crush à King of Rings, c'est un peu raté. Contre SummerSlam avec Perfect, c'est vraiment une grosse déception. Alors que Bret a été plutôt convaincant. King of Rings, il a été exceptionnel. Au Rumble contre un Razor Ramon, pas forcément génial, Razor Ramon hein, non plus. Hein. Mais ça a été plutôt bien. Il a eu un bon match avec Yokozuna, c'était pas non plus évident à WrestleMania. Bon, après voilà, puis bon, il a été très bon lui aussi au micro. Enfin, l'écart est pas monstrueux. Hein. On aurait pu croire que l'écart est monstrueux parce que Bret fait moins de choses en show hebdo que Shawn. Donc Shawn, il rattrape un peu son retard grâce au show hebdo, mais de là à le mettre devant Bret, ça me paraîtrait un petit peu surfait. Puis bah, après, tu veux mettre qui d'autre? Voilà, ça me paraît assez naturel de mettre Bret Hart une fois de plus. Donc ça fait 3 ans de suite quand même pour Bret Hart. Ils sont rares les gars qui auront été lutteurs de l'année 3 ans de suite. Là, comme ça, de tête, je crois qu'il n'y a personne. Il n'y en a pas d'autres. Voilà, 2 ans de suite, oui. Genre CM Punk il y a quelques années, Daniel Bryan peut-être bien juste après. Il y a peut-être du Kurt Angle, voilà, Mick Foley aussi à la fin des années 90, peut-être, j'en reparlerai. Mais 3 ans de suite, je crois pas qu'il y ait quelqu'un qui l'a fait. À part Bret Hart. Et est-ce que c'est fini? 94. Peut-être que c'est pour lui aussi, on en reparlera. Et donc je finis avec les moments de l'année. Donc mes moments préférés de l'année, donc c'est soit des moments dans un match, soit des segments, soit des moments. Alors je reviens sur le hot tag de l'Undertaker à Survivor Series que j'aurais pu mettre sur le podium parce que c'est vraiment un moment que j'adore. Donc je vous invite à aller voir le match de Survivor Series et à apprécier le moment où l'Undertaker rentre. Il fait 2 minutes dans le match, c'est les 2 meilleures minutes des 5 premières années de la carrière de l'Undertaker à la WWF. Voilà. J'aurais pu mettre le moment où Ric Flair perd son match contre Perfect où le perdant devait quitter la WWF. Parce que c'est quand même un moment marquant. Maintenant, ça tombe toujours un peu à l'eau ces trucs-là parce que tu peux pas te réjouir de voir le heel perdre parce que tu sais que tu vas plus le voir. Et quand c'est un heel comme Ric Flair, t'es quand même content qu'il soit dans le roster. Donc t'es content que le heel perde parce que t'es un peu marre sur les bords, mais t'es pas content parce que tu vas plus voir Ric Flair. Donc c'est un peu... bon. Voilà. J'aurais pu mettre le face turn de Luger aussi, même s'il y a des choses que j'aime pas dedans. Les 3 que j'ai mis devant, je les préfère. Alors numéro 3, j'ai mis Ludwig Borga Batatanka plus... Pardon. Plus tout ce qui suit avec Yokozuna qui le blesse, donc je l'ai déjà raconté, les Quebecers qui empêchent Luger de venir aider Tatanka, tout ça. Voilà, donc les moments de l'année vous pourrez les retrouver, hein. Je les mettrai soit sur une plateforme équivalente à YouTube, mais sans les problèmes de droit d'auteur. Et donc je vous mettrai le lien en dessous, soit sur une plateforme de téléchargement et je vous mettrai en téléchargement direct, vous aurez juste à télécharger, comme c'est pas des très gros fichiers, ça devrait le faire. Donc ce moment-là, j'en ai déjà parlé, donc je reviens pas dessus, c'est vraiment un moment que j'aime beaucoup. Sans que ce soit exceptionnel, hein, c'est pas non plus de la folle tuerie. Numéro 2, j'ai mis le début de heel turn de Owen Hart sur Bret Hart, donc la Survivor Series 93. Là aussi, ça dure un peu, c'est pas le meilleur passage de leur rivalité, mais c'est un bon début, c'est intéressant, c'est plutôt bien fait. Et vu que je vous ai dit tout à l'heure que c'était Bruce qui devait incarner ce qu'a fait Owen, et ben regardez Bruce quand vous regarderez le segment, ben vous verrez qu'il a pas trop envie de collaborer, ça le fait un peu chier parce qu'il se dit ça aurait dû être moi en fait. C'est assez marrant à voir. Et puis donc le moment de l'année, bon c'est assez évident. C'est peut-être le moment que si je devais choisir symboliquement pour démarrer la New Generation, je choisirais, c'est la victoire de One Two Three Kids sur Razor Ramon. L'énorme upset, peut-être le plus gros upset de tous les temps. Super bien réalisé avec le backflip moonsault du Kid qui marche bien, le genou du Kid qui tombe sur la tête de Razor, la manière dont il célèbre le truc, les commentateurs, Razor qui est hors de lui, etc. Bon, c'est un moment important, c'est un moment culte, c'est un moment qui a eu que des effets positifs derrière. Et c'est un moment qui symboliquement, je trouve, est marquant. Donc en ça, je voulais aussi le mettre en avant. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. J'écoute vos commentaires, vos questions, vos réactions en tout genre avec beaucoup d'intérêt une fois de plus. Je vous dis à bientôt pour peut-être la FAQ ou 93 à la WSW. Et puis, merci encore d'avoir été attentif à ce que j'avais pu dire. À la prochaine. Bye.